Il est noir et blanc, un peu comme un panda. Il mesure jusqu'à 9 mètres. Il chante sous l'eau, il chasse en meute et il n'a aucun prédateur naturel. L'épaulard, ou l'orque, est un des plus grands prédateurs de la planète. Dans l'imaginaire collectif, on l'associe souvent à l'océan Pacifique, à la Colombie-Britannique ou à l'Islande. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il est aussi présent dans l'Atlantique Nord-Ouest. Et là-bas, il reste un mystère. Aujourd'hui, on va lever le voile sur ces géants furtifs qui nagent parfois juste sous notre nez. Bienvenue dans Balado, la série qui explore les profondeurs du Saint-Laurent, une espèce en péril à la fois. Aujourd'hui, cap sur un cétacé fascinant et méconnu, l'épaulard de l'Est canadien. Qui sont-ils? Où vivent-ils? Que mangent-ils? Et pourquoi sont-ils si difficiles à observer? On l'appelle épaulard, orque, killer whale, mais tous ces noms désignent la même espèce, Orcinus orca. On commence par une mise au point linguistique essentielle. Épaulard, orque, même affaire, mais une orque. C'est le plus gros représentant de la famille des dauphins et probablement l'un des animaux les plus intelligents de l'océan. L'épaulard, c'est un peu comme le James Bond des océans, intelligent, charismatique et redoutablement efficace. Il appartient à la famille des dauphins, mais version XXL. Et si on devait choisir un animal pour incarner une stratégie militaire parfaite, ce serait lui. Mais attention, toutes les orques ne sont pas pareilles. Il existe différentes populations, avec des comportements, des techniques de chasse et même des accents différents. Oui, des accents. Pour en savoir plus, on a parlé à 2 experts qui connaissent probablement mieux les épaulards que certains de leurs amis. Achille Villeneuve, mon étudiant à la maîtrise à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, affilié à l'UQAR, et Jérémy Kiska, grand biologiste spécialiste des cétacés, basé à l'Université internationale de Floride. Il étudie les orques depuis plus de 15 ans. Achille Villeneuve, quant à lui, a décidé d'y consacrer son actuel projet de maîtrise. Et c'est donc à lui que j'ai demandé de faire les présentations d'usage. Donc, ce sont des cousins des dauphins qu'on retrouve dans tous les océans du globe. C'est en fait les plus grands individus de la famille des delphinidae. Le mâle va pouvoir mesurer jusqu'à 9 mètres de long et peser plus de 6 tonnes, donc environ la taille d'un petit bus scolaire, et la femelle mesure environ 7 mètres pour 3 à 4 tonnes. Leur silhouette est reconnaissable entre toutes. Noir luisant, ventre blanc éclatant, taches ovales derrière les yeux et une selle gris pâle juste derrière la nageoire dorsale. Cette selle, comme une empreinte digitale, permet même d'identifier les individus. Mais ce qui fascine le plus chez l'épaulard, ce n'est pas sa taille, c'est son intelligence et sa vie sociale. Certains potes d'épaulards en Patagonie enseignent à leurs jeunes à échouer volontairement sur la plage pour attraper des otaries, puis à se remettre à l'eau en un coup de queue. Une technique transmise d'une génération à l'autre et observable seulement à cet endroit. Ces comportements culturels, rares chez les animaux, sont au cœur de la fascination qu'exercent les épaulards sur les chercheurs. Et parfois, l'émotion de les rencontrer est à la hauteur de leur réputation. La première fois que j'ai vu un épaulard, ça a été un moment assez incroyable. De un, ils étaient beaucoup plus gros que ce à quoi je m'attendais, surtout les mâles. Et ce qui me frappait aussi particulièrement, c'est le sentiment d'interaction. Donc, lorsqu'on les a croisés pour la première fois, les femelles et les petits se sont mis à suivre le bateau. Et il y a un gros mâle qui est venu en fait se coller sur le côté de la coque du bateau. Il s'est mis lui-même sur son côté, sur son flanc. Et puis, il était juste en dessous de moi. Et je prenais des photos avec mon appareil photo et on se regardait vraiment mutuellement. Donc, c'était vraiment un moment assez marquant. Ça a été définitivement une des rencontres les plus impressionnantes que j'ai eu la chance de faire avec le monde animal. Pour Jérémy aussi, cette première rencontre fut bouleversante et spectaculaire. C'est marrant parce que la photo qui est derrière moi, c'est la première fois que je les ai vus en liberté. Et c'est à Saint-Pierre-Miquelon. Et ça, c'est un grand mâle que, d'ailleurs, pour lequel j'ai réussi à avoir un échantillon. Et en fait, c'était filmé. Et donc, je pense que ça ne laisse absolument pas indifférent. Et en fait, moi, je ne m'intéressais pas vraiment aux orques avant
avant que je les ai vus la première fois, donc il y a quelques années. Je travaillais pas du tout sur les orques. Je travaille sur plein d'autres espèces de mammifères marins, d'ailleurs, tout comme aujourd'hui. Mais disons que je pense que c'est une rencontre qui a eu un impact très fort sur moi, et ça a un impact très fort sur beaucoup de gens. C'est des animaux énormes qui sont très charismatiques. Donc, je veux dire, c'est comme lorsque tu vois pour la première fois en concert quelqu'un que tu n'aimais pas forcément, et ensuite, boum, il y a quelque chose qui se passe. Ben, eux, ils sont extrêmement charismatiques, et la première fois que je les ai vus, je pense que j'ai revu la vidéo qui d'ailleurs m'embarrasse énormément, mais je parlais très fort. Pour ne pas dire, j'ai hurlé à chaque fois qu'il venait à la surface. Mais ouais, c'était un moment extraordinaire. Et d'ailleurs, la personne avec qui j'étais, qui est Coco, il en riait quand je l'entendais ricaner derrière. Parce il se disait, mais il est fou, ce mec. Je pense que vous l'aurez compris et je peux vous le confirmer moi aussi. Rencontrer un épaulard pour la première fois, ça laisse vraiment pas indifférent. Mais malgré leur charisme, certains groupes, comme ceux de l'Atlantique Nord-Ouest, restent encore largement invisibles. Mais avant de plonger dans l'Atlantique, faisons un détour par la côte ouest. Parce que là-bas, les orques ne sont pas seulement des animaux impressionnants. Ils inspirent les légendes, les chants et les danses. Bien avant que les scientifiques ne leur donnent un nom latin, les épaulards occupaient une place centrale dans les récits autochtones du Pacifique Nord. Chez les Haida, les Kwakwaka'wakw et les Nuchanoth, les orques ne sont pas de simples animaux. Ils sont des ancêtres, des guides, des métaphores. Chez les Nuchanoth, on dit que les loups qui plongent dans la mer deviennent des épaulards. Et lorsqu'ils reviennent sur Terre, ils redeviennent loups. Ce n'est pas une image poétique, c'est un savoir. Une façon de dire que tout est lié, selon le principe de Ishuk-Ishchawak, tout est un. Chez les Kwakwaka'wakw, certains clans, comme celui du Mahatmgila, racontent que les épaulards leur ont transmis leur système de gouvernance, leur cohésion sociale, leur entraide, leur leadership matriarcal. Tout ça a inspiré les structures humaines de leur clan. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un traité de paix ancestral, toujours honoré aujourd'hui. Et chez les Haida, des récits racontent que des humains peuvent être transformés en épaulards s'ils violent certaines lois de respect envers les animaux. Ces récits, transmis de génération en génération, décrivent avec une précision étonnante des comportements que la science moderne commence à peine à documenter. Leur organisation sociale, leur fidélité familiale, leur technique de chasse, tout ça se retrouve déjà dans les savoirs traditionnels. Comme quoi, la meilleure façon de connaître une espèce, c'est peut-être de l'écouter, depuis plus longtemps que l'invention du stéthoscope. D'ailleurs, ces récits sont rassemblés dans des livres magnifiques comme Spirit of the Coast, un ouvrage qui marie science, art et tradition pour raconter l'histoire des épaulards autrement. Mais de l'autre côté du pays, dans les eaux de l'Atlantique Nord, les épaulards sont plus mystérieux. Ils apparaissent rarement, on les connaît mal, et pourtant, ils sont là. Dans le golfe du Saint-Laurent, ils sont parfois aperçus. Des individus isolés ou des petits groupes. Mais sont-ils juste de passage ou forment-ils une population locale qu'on n'aurait jamais vraiment étudiée? Pour répondre à cette question, un jeune chercheur s'est lancé dans une enquête digne d'un polar scientifique. Le groupe d'épaulards qu'on étudie, c'est la population qu'on retrouve dans les eaux de l'Atlantique Nord-Ouest et donc principalement dans les eaux de l'Est canadien et qui vont même visiter de façon occasionnelle le golfe du Saint-Laurent. Et en fait, ce qu'il y a de particulier avec cette population-là, c'est que jusqu'à aujourd'hui, elle a été très peu étudiée comparativement, par exemple, à leurs congénères dans l'ouest du pays. On n'est pas encore vraiment certain de leur abondance ou bien de leur distribution. Ce qu'on sait désormais, par contre, c'est que c'est un groupe qui semble principalement se nourrir de grands cétacés et donc principalement de baleines à fanon comme des rorquals à bosse, des rorquals communs ou des petits rorquals. Quand on les étudie, en fait, ce qu'on va chercher à faire, premièrement, c'est principalement de comprendre quelle est la taille de la population concernée,
Est-ce qu'il s'agit d'une population d'un seul groupe ou bien de plusieurs groupes qui vont interagir ensemble ou pas? Et c'est quoi leur aire de répartition? Est-ce qu'elles vont avoir des habitudes migratoires particulières? Est-ce qu'elles migrent ou elles migrent pas du tout, elles restent au même endroit, comme c'est le cas pour les orques résidents dans l'Ouest canadien? Est-ce que c'est une population qui est en santé ou c'est une population qui est en déclin? Donc, c'est toutes des petites choses qu'on va chercher à savoir pour en apprendre plus sur ces populations-là. Concrètement, ça veut dire aller en mer, sortir les jumelles, attendre, parfois très longtemps, et tenter de découvrir qui ils sont. Alors voilà où on en est. Des observations très rares, des groupes mal connus et des comportements encore difficiles à interpréter. Pour les comprendre, ça va prendre plus de données, plus d'années d'observation et plus de science. Mais aussi, peut-être un peu d'humilité. Parce que si ces épaulards se cachent si bien, c'est peut-être qu'ils ont appris à se faire oublier. On les voit rarement, on les entend parfois. Mais pour comprendre les épaulards de l'Atlantique, il faut bien plus que des jumelles. Il faut traquer des indices, les photographier, écouter leur voix et patiemment remonter le fil. Car ici, dans l'Est du Canada, c'est comme si on venait d'ouvrir un nouveau chapitre d'un vieux livre resté fermé très longtemps. Les épaulards sont présents, mais ils restent insaisissables. Dans l'univers des orques, le son est roi. Elles utilisent des clics pour s'orienter, des sifflements pour se parler, et parfois des sons si étranges qu'on dirait qu'elles auditionnent pour une série de science-fiction. Ça sonne comme quoi, un épaulard? Écoutez bien. Et chaque groupe a sa propre façon de parler. Un peu comme un clan familial qui aurait son propre accent ou sa playlist privée. Donc, les épaulards vont communiquer entre eux avec des sons, des sifflements, des clics. Et en fait, chaque groupe va avoir son propre dialecte. Les épaulards utilisent jusqu'à 32 types de sons distincts. Des clics pour l'écolocalisation, des sifflements pour la communication, des pulses pour la chasse. On parle ici de dialectes acoustiques, transmis de génération en génération. Ces sons ne sont pas juste fonctionnels, ils sont culturels, comme une tradition de famille ou un accent régional. C'est dans la nature. Si on peut bien s'imaginer n'importe quoi, mais il n'y a pas un de nous autres qui est capable de communiquer avec un homard. C'est pas comme une baleine au cou, ils vont mettre un GPS, mais un homard, là, c'est très dur à suivre. Puis il y a bien des biologistes qui connaissent n'importe quoi, mais il n'y en a pas un d'eux autres qui a parlé avec un homard. Et ce n'est pas juste une question de dialecte. Les épaulards sont aussi capables d'apprendre de nouvelles langues. Une étude a montré qu'une orque placée avec des dauphins était capable de reproduire des sons proches du langage des dauphins en seulement 17 jours. Oui, les épaulards sont des linguistes marins. Et ce n'est pas tout. Leurs voix nous permettent aussi de les suivre avec des hydrophones. Ça, c'est des micro-sous-marins. Les chercheurs, avec ça, ils écoutent discrètement ces conversations d'épaulards. Et parfois, une simple signature sonore suffit à repérer un groupe, même à des kilomètres de distance. L'acoustique nous permet de comprendre aussi certains comportements. Dans l'extrait suivant, le genre de détonation que vous allez entendre, ce sont des orques de la côte ouest, les transientes, qu'on appelle aussi les orques de Biggs, et elles sont en train de chasser. En donnant des coups de queue, elles accélèrent vers leur proie, et c'est comme une façon de les étourdir ou les atteindre plus vite. Cet enregistrement a été capté par un hydrophone haute fréquence qui appartient à Ocean Networks Canada et qui était déployé à une profondeur d'environ 96 mètres.
Mais l'acoustique, c'est comme un puzzle. On capte un son ici, un autre là-bas, mais sans savoir exactement qui l'a produit. Et c'est là que la photo-identification entre en scène. Dans le cas de mon projet de recherche, on va utiliser une méthode qu'on appelle la photo-identification, qui consiste en fait à analyser des photos qui ont été prises de la nageoire dorsale et de la petite marque grisâtre juste en arrière de la nageoire dorsale, qu'on appelle la selle, afin de voir s'il n'y a pas des marques de distinctivité particulières, par exemple des marques de pigmentation ou des cicatrices, qui nous permettraient d'identifier à l'individu. Et puis, par la suite, une fois qu'on a identifié tous les individus qui sont présents sur nos photos, ça va nous permettre de pouvoir faire ce qu'on appelle un catalogue d'identification. La photo-ID, c'est l'arme secrète des chercheurs. On photographie la nageoire dorsale et la selle, cette fameuse tache gris clair derrière la dorsale, un peu comme une empreinte digitale. Chaque épaulard a sa signature, des cicatrices, des motifs, des formes, et ces images, mises côte à côte, forment peu à peu un catalogue. Par la suite, ce catalogue-là, on va pouvoir le comparer avec d'autres catalogues qui proviennent en fait de régions avoisinantes pour voir s'il y a des individus qui sont partagés entre les catalogues, ce qu'on va appeler un match en anglais. Et donc, ça va nous permettre de déterminer s'il y a des échanges entre les populations ou bien, admettons, si la même population va être présente sur un certain territoire à un moment de la saison et sur un autre territoire à un autre moment, ce qui serait, dans ce cas-ci, une migration. On va pouvoir aussi observer quels individus sont souvent observés ensemble pour déterminer s'il y a l'existence de sous-groupes à l'intérieur de la population qui est étudiée et essayer aussi de comprendre comment s'organisent socialement ces sous-groupes-là. Et si un individu photographié dans le Golfe est aussi repéré au Groenland, c'est le signe qu'il parcourt de très longues distances. Mais s'il revient toujours dans le même coin, alors on peut penser que c'est peut-être un local. Vous savez, en science, on s'inspire les uns des autres. Et ce travail, c'est exactement ce que font les chercheurs en Colombie-Britannique depuis les années 1970. Grâce à leur travail, on connaît aujourd'hui chaque orque résidente du Pacifique par son petit nom. Mais dans l'Atlantique, on part presque de zéro. Et parfois, ça donne des belles surprises. Par exemple, une orque photographiée au large du Labrador a été identifiée 5 ans plus tard en Norvège. Distance parcourue, plus de 4000 kilomètres. Et plus on les suit, plus on découvre qu'il existe peut-être plusieurs populations, avec des régimes alimentaires différents, des langages différents et peut-être même des territoires distincts. On commence tout juste à comprendre qui sont ces orques discrets de l'Atlantique. Mais l'Atlantique est très vaste et les épaulards imprévisibles. Alors les chercheurs doivent croiser les pistes, acoustique, photo-ID, échantillons d'ADN, observations en mer. On dit souvent « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Et chez les épaulards, ce n'est pas juste une formule. Leur régime alimentaire peut révéler toute une culture. Parce que manger du saumon ou manger un rorqual, c'est pas seulement une question de goût, c'est une stratégie, une identité et peut-être même une signature génétique. Dans le golfe du Saint-Laurent, plusieurs indices laissent croire qu'on a affaire à des épaulards qui se spécialisent. Et ça, Jérémy Kiska l'observe de très près. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec les orques de la région du Saint-Laurent, mais qui ne font que passer dans le Saint-Laurent, c'est leur régime alimentaire. Ils mangent essentiellement des mammifères marins, en particulier des baleines à fanon, donc les baleines qui filtrent l'eau et qui s'alimentent de petits poissons, et occasionnellement d'autres espèces comme les marsouins, mais également les phoques. Donc, ils ont tendance à manger pas mal de choses, mais essentiellement d'autres espèces de mammifères marins. C'est un peu leur grande caractéristique. Un épaulard qui mange un rorqual. C'est un comportement typique des orques transiantes, des chasseuses de mammifères marins. Et ça soulève une hypothèse.
Est-ce qu'on aurait affaire à un écotype spécialisé? Des analyses sont en cours. Acides gras, profil de contaminants, génétique. Et elles pointent vers une tendance claire. Ces orques occupent le sommet de la chaîne alimentaire. D'ailleurs, on le voit dans les profils de contaminants aussi, qui sont très élevés en contaminants, notamment tout ce qui est PCB. On a des des concentrations en PCB qui sont extrêmement élevées et qui démontrent assez clairement que c'est des animaux qui sont à un très haut niveau trophique. Des super prédateurs. Et dans ce contexte, l'Atlantique Nord est un casse-tête. Moi, dans l'Atlantique Nord, je pense que de moins en moins, on va parler d'écotype parce que, surtout dans le nord-ouest Atlantique, je pense qu'on a essentiellement des mammal-eating killer whales. On n'a pas de fish-eating killer whales. Ils peuvent manger peut-être un peu de poisson lorsque l'opportunité se présente, mais c'est quelque chose qui est quand même assez minoritaire. Bon, on commence à comprendre un peu mieux ce qu'ils mangent. Maintenant, essayons de comprendre où ils vont. Tiens, ça c'est des reasons, ça c'est des orques transient killer whales. Ils vont jamais s'approcher, c'est pas du tout les mêmes que ceux que tu vois près de ton bateau. Je les connais pas, ouais, c'est pas parce qu'on a des données de tracking sur les orques et là on est en train de rentrer, on fait de la génomique sur les orques de Saint-Pierre-et-Miquelon puisque avec DFO au Canada. Les orques de Saint-Pierre-et-Miquelon, tous ceux pour lesquels on a des échantillons, c'est des animaux qui s'aventurent même en Arctique. Donc c'est des animaux qui ont un range énorme. Et je suis sûr qu'on les retrouve sur je pense qu'ils vont pas beaucoup plus au sud de Saint-Pierre-et-Miquelon, peut-être un peu, mais ils vont jusqu'à l'Arctique, quoi. Ils rentrent dans Baffin Bay. Des animaux mobiles, discrets et encore mal compris. Mais des efforts sont en cours pour mieux les documenter, même à l'échelle internationale. Donc voilà, on a fait une espèce de grosse overview de tout ce qui se faisait dans le Nord-Atlantique sur les orques. Mais c'est essentiellement dans peu d'endroits en fait. C'est un petit peu au Groenland, un petit peu au Canada, un peu moyen Caraïbes, golfe du Mexique, beaucoup en Islande, beaucoup en Norvège. Bref, pour les épaulards de l'Atlantique, il reste beaucoup à découvrir. Qui sont-ils? Où vont-ils? Et surtout, comment cohabitent-ils avec nous? On commence à peine à comprendre ces orques-là. Des déplacements complexes, des régimes spécialisés, peut-être plusieurs groupes, et très peu de données. Mais pendant qu'on accumule les indices, les pressions s'accélèrent. Le bruit, le trafic maritime, la raréfaction des proies. Et dans un monde qui change vite, même les super prédateurs finissent par manquer de place. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, mais les épaulards ne sont pas à l'abri. Dans l'Atlantique Nord, ils partagent un territoire de plus en plus fréquenté. Des cargos, des traversiers, mais aussi des voiliers, des pêcheurs, des plaisanciers. Et parfois, ces rencontres suscitent des malentendus. Récemment, depuis quelques années, on a des interactions où les orques cassent certaines parties des voiliers ou d'autres bateaux d'ailleurs, pas uniquement des voiliers. Les orques, il faut savoir une chose, c'est que c'est des animaux très sociaux. Ils vont utiliser des opportunités pour en fait s'engager dans des comportements sociaux. Et donc en fait, les bateaux, ça peut être comme n'importe quoi d'autre, peuvent être des objets de jeu social. Et le jeu, c'est extrêmement important pour solidifier les relations entre plusieurs individus d'un même groupe. Ça contribue au succès de survie d'individus qui vivent au sein d'un groupe. Ces cas observés dans le détroit de Gibraltar ont fait le tour du monde. Des orques qui s'attaquent au safran, des bateaux endommagés et des gens qui se demandent pourquoi. Est-ce de l'agression, du jeu, une réaction au bruit? Personne ne le sait encore avec certitude et c'est bien là le problème. Ces comportements déclenchent la peur, parce qu'on les comprend pas. Et dans ce flou, les épaulards peuvent passer d'espèces admirées à espèces soupçonnées. Pourtant, ici dans l'Atlantique Nord-Ouest, aucune attaque.
aucune trace d'agressivité, mais les autres menaces, elles, sont bien réelles. Bruits sous-marins, perte de proie, pollution chimique, des impacts invisibles qui s'accumulent. Et malgré tout ça, les épaulards restent l'une des rares espèces marines sans conflit ouvert avec l'humain. Ce qui est le plus intéressant est juste la perception des orques. Tout le monde adore les orques. Il n'y a pas de conflit là-bas, même en Norvège, enfin dans la plupart des pays du monde, même les Inuits aiment les orques. Pourquoi? Parce que ils rapprochent les narvals proches de la côte. Donc du coup, c'est un petit peu des facilitateurs de la chasse. Je pense qu'on a très peu d'exemples où les orques, sauf quand il y a eu des exterminations d'orques en Islande dans les années 50 par les militaires américains parce qu'ils pensaient que les orques tuaient, avaient exterminé les stocks de harengs, alors que c'était des pêcheurs eux-mêmes. Tout le monde aime les orques. C'est une belle exception et une grande chance. Mais si on veut que ça dure, il faudra mieux les comprendre et éviter certaines erreurs. Et surtout, mieux cohabiter. Car si on n'a pas les connaissances, il ne peut pas y avoir de protection. Malgré leur taille, malgré leur statut de superprédateurs, les épaulards fascinent, ils inspirent et surtout, ils ne font pas peur. Même dans les régions de pêche, même chez les communautés côtières, même chez les enfants. Les orques, vraiment, ne sont pas des animaux dangereux. C'est des gros animaux. Donc, et ils se nourrissent de gros animaux. Donc, effectivement, ils peuvent impressionner les petits humains que nous sommes. mais c'est à proprement parler, c'est pas des animaux dangereux. Ce lien, cette absence de peur, c'est une chance. Une ouverture pour réfléchir à notre manière de vivre avec eux et de les protéger. Et pour ça, on peut faire quelque chose, même à petite échelle. En fait, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour aider les orques. Mais si on veut avoir un impact, il faut que tout le monde le fasse. C'est-à-dire réduire nos déchets. Parce que ce qui se passe sur Terre a un impact en mer. Donc, les impacts que nous avons sur Terre peuvent avoir un impact sur les orques. En particulier, tous les polluants qu'on rejette dans l'environnement. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut essayer de réduire, même à une toute petite échelle. Réduire sa consommation d'énergie, c'est quelque chose qui peut avoir un impact positif pour réduire l'émission de gaz à effet de serre qui va avoir un impact sur les océans et sur les changements climatiques. C'est des petites choses, mais si tout le monde le faisait, eh bien, on vivrait dans un monde un peu différent. Donc, je pense qu'à notre échelle, on peut tous faire quelque chose. Agir, comprendre, transmettre. Parce que ce qu'on apprend aujourd'hui sur les épaulards, il faudra le porter demain. Dans les écoles, sur les quais, dans les laboratoires. Ils sont là, dans l'Atlantique. Ils sont rares, mais ils existent. Et il est encore temps de mieux les connaître pour mieux vivre avec eux. Merci d'avoir été avec nous pour découvrir les épaulards de l'Atlantique Nord, ces géants furtifs qu'on commence à peine à connaître. Un grand merci à Jérémy Kiska, professeur à l'Université internationale de Floride, et à Achille Villeneuve, mon étudiant à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, pour leurs explications, leurs recherches et leurs regards passionnés sur ces animaux tellement inspirants. Et à vous, chers auditeurs, merci de votre curiosité parce que c'est en s'informant, en posant des questions, qu'on change les choses. Un remerciement tout spécial à Ocean Networks Canada pour tous les enregistrements sonores d'épaulards utilisés dans cet épisode. Toutes les informations d'ailleurs, toutes les informations supplémentaires, les liens, les sources et les ressources sont dans le descriptif de cet épisode.
Ce balado est une production de Balado et de Jeunesse maritime du Saint-Laurent avec l'appui du Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces aquatiques en péril de Pêche et Océan Canada. Merci à Tommy Goupil au montage et à la réalisation. Je suis votre animatrice Lynne Morissette et si vous entendez un souffle au large, n'oubliez pas, parfois l'Atlantique murmure des choses qu'on n'a pas encore traduites. À bientôt pour un prochain épisode.